Ce soir, on est avec Marion et Gérald pour le nouveau format. On est sorti du confinement, mais on reprend un format différent, une fois par semaine, le jeudi soir. Et on attaque pour cette première émission avec Marion et Gérald qui ont accepté mon invitation. Comment allez-vous? Comment ça se passe, ce déconfinement? Bonsoir tout le monde. Et puis ça va bien. Nous, le déconfinement est assez facile. On est à Saint-Raphaël dans le Var et on a le droit d'accéder à la plage, de se baigner, donc de poser sa serviette. Donc tout va très bien. Pendant le confinement, on avait les stériles à côté, donc on s'est beaucoup promené sans problème. Pour nous, c'était facile finalement. En fait, on peut dire qu'il n'y a pas une grande différence. Oui. Entre avant, après. On se promène moins maintenant. Mais est-ce que vous avez quand même l'impression, c'est la question que j'ai posée un peu à tout le monde pendant le confinement, mais je continue de la poser parce que même si on est sorti, la situation reste quand même un peu particulière. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est passé quelque chose? On va pas parler d'un message de l'univers mystique, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution, une prise de conscience individuelle, collective sur quelque chose de différent, ou on est juste dans un film qui a changé de scénario? On est dans un film qui est toujours dans le même scénario, juste joué un peu plus fort. C'est-à-dire que d'une façon générale, tout le monde a peur. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des réactions de peur encore plus fortes. Et cette peur, évidemment, elle est liée à l'idée d'un moi et l'idée d'être le corps. Et ça, ça demeure. Ou sauf si, tout d'un coup, ça devient tellement fort que le mental s'arrête et qu'il y a une réalisation qui se produit. Mais pour moi, en tout cas, on n'en a pas parlé avec Marion, mais pour moi, il y a une exacerbation de la peur et c'est pas bon, en fait. En soi, c'est pas bon. Je vois pas, d'un point de vue humain, d'un point de vue comme ça, social, pour moi, c'est pas une bonne chose. En fait, c'est une belle invitation, ce qui s'est passé, à voir qu'il y a beaucoup de projections et que la peur est issue des pensées qui sont crues. Et quand il n'y a pas de pensée, confinement ou pas confinement, il y a juste l'instant tel qu'il est. Ni bien ni mal, juste ce qui se passe. Et il n'y a pas de peur. Personnellement, je fais partie des personnes à risque parce que j'ai des problèmes de santé. Et, franchement, je attrape le Covid-19, je meurs. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça change rien à ce que je suis. Alors, je dis pas qu'il faut pas prendre de précautions. Je dis pas que, moi, évidemment, les personnes à risque doivent faire attention, mais qu'elles se protègent elles-mêmes. Alors, il y a eu beaucoup d'interrogations pendant cette période. Au départ, on va y revenir après sur la peur, parce qu'il y a eu la peur de l'inconnu, la peur de la mort, la peur de l'insécurité aussi. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des difficultés concrètes. Et donc, en France, c'est rien par rapport au pays du tiers-monde. Oui, en France, c'est rien. On est quand même soutenu d'une certaine façon, même d'une grande façon, il faut le dire. Mais quand même, il y a eu des peurs qui sont générées. Et puis en même temps, on a vu quelque chose, on a vu une envie d'utiliser ce confinement pour ceux qui le pouvaient, dans des conditions plutôt confortables, d'utiliser cette période pour faire une sorte de retour intérieur, une exploration, comme une sorte de retraite imposée. Et on assiste à un phénomène qui est assez étonnant maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plus reprendre, ou qui ont du mal à... Il y a même un hashtag, j'ai vu, qui a été publié, qui s'appelle « Je reste confiné ». Et des gens qui ont découvert presque une nouvelle façon de vivre comme ça, dans la sobriété, dans l'absence de consommation, dans une vie beaucoup plus calme, beaucoup moins dans une course au ralenti. Et comment vous avez vu ça, vous? Moi, je l'ai pas vu parce que moi, je n'ai pas d'entretien personnel, à deux comme ça. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai pas vu, mais c'est une très bonne nouvelle si c'est le cas. Toi, Marion, en règle générale, les gens que j'accompagne, en fait, c'était quelque chose de vécu de très belle façon. En fait, c'était une occasion de retour à soi sans culpabilité. En fait, enfin, ils pouvaient revenir à eux, et c'est plus dur pour eux d'en sortir. Mais on peut voir que quelque part, finalement, il reste des peurs parce que le fait d'en sortir fait encore émerger des peurs. Et en fait, ce qui est important de voir à ce niveau-là, c'est que les peurs sont toujours générées quand il y a l'idée d'un moi. C'est-à-dire que quand on reste sur un plan strictement existentiel, quand on revient à l'essence,
de ce qu'on est, eh bien, la peur est simplement vue comme une brume, en fait. Alors, c'est simultanément les deux, en fait. Comment dire? Il n'y en a pas qui est mal. Je veux dire, au niveau existentiel, il peut demeurer des peurs et simultanément, ce que je suis n'est pas apeuré de la peur. C'est les deux. Il n'y a pas de séparation. Alors, Voilà. Marion, Marion, Ouais. je t'interromps et peut-être tu voulais rebondir là-dessus, Gérard. Mais justement, il y a aussi cette idée que la peur, il faut aussi l'accueillir telle qu'elle est, quoi. La peur, Bien sûr. on n'est pas là pour juger sa peur non plus. Et Pas du Bien sûr que non. non, des fois, on entend qu'il faut se débarrasser de cette peur pour pouvoir avancer sur une quête Non, et non, non. sur une libération. Mais en fait, la peur, elle fait aussi partie de qui on est. En fait, Oui. je vais d'une certaine manière envelopper le débat et le clore. Il n'y a rien à rejeter. Mhm. Rien, jamais. Ce qui est absolument tout, tout ce qui apparaît et tout ce qui est inconnaissable. La peur est bien sûr, elle aussi, ce qui est. Et en ce sens, c'est aussi une invitation, évidemment, à une rencontre, à des épousailles avec la peur. Tant que la peur n'est pas franchement rencontrée, franchement épousée, ben on n'est pas complet. Et puis l'éveil n'aura pas lieu, et puis etc. Je veux dire, elle s'effondrera pas non plus cette peur. Mais on ne va pas rencontrer la peur pour qu'elle s'effondre, mais parce qu'elle n'est pas l'expression pure de ce que je suis. Par curiosité et par amour de la vérité. On va dire ça comme ça. Et quand on rencontre la peur avec curiosité et avec cet amour de fond que nous sommes, Viscéralement, en fait. viscéralement, oui, à ce moment, corporellement, pleinement, intimement, à un moment donné, elle est vue pour ce qu'elle est, à savoir non étante, à savoir une simple pensée sans substance, sans racine, sans vide. Et alors elle s'effondre. Mais l'effondrement de la peur est un effet secondaire. C'est juste un effet secondaire de la rencontre. C'est pas un but. Et quel que soit que ce soit, quoi que ce soit qui apparaisse, ça peut être la colère, la tristesse, n'importe, une douleur physique, etc. Le discours est le même, à savoir rencontrer ce qui est là, intimement, avec curiosité, amour, profondément, directement. Alors, On pourrait dire. Vas-y, Marion. Oui. Excuse-moi. Ouais. Non, vas-y. En fait, après l'éveil, on passe de j'ai peur à une peur est ressentie dans l'organisme et je suis présence à la peur. Et en tant que présence à la peur, je ne suis pas apeurée. Voilà. Et même la peur peut faire rire. La peur n'est pas apeurante. Alors, il peut y avoir simultanément, oui. je suis en tant que présence à la peur et la peur au niveau de l'organisme, tu vois, les deux. Mais qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis quelqu'un dans le monde qui a peur ou est-ce que je suis cette présence accueillante, enveloppante, qui intègre complètement toutes les parties de l'organisme, tu vois? Alors, en fait, moi je veux juste rebondir là-dessus parce qu'on en avait un petit peu parlé aussi en préparation de l'émission. Alors, il y a cette compréhension, sans parler d'éveil pour l'instant, cette compréhension de la séparation entre cette peur qui n'est pas vraiment moi, etc. Et puis, il y a quand même des peurs qui se basent sur un passé compliqué, sur des boulets, des sacs que l'on traîne avec nous, des valises qui sont parfois très très grosses et qui ne se débarrassent pas simplement en se disant cette valise, ce n'est pas moi. Des fois, il faut passer par un long travail. Non, mais j'en parle à chaque fois parce que c'est vraiment, j'aime bien revenir là-dessus parce que je me méfie toujours de l'approche. Je ne suis pas cela, il y a rien, tout ça n'existe pas. Et des fois, voilà, c'est pas ce que vous dites. Non, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais je parlais d'une rencontre. D'une rencontre. J'ai parlé d'épousage. J'ai pas dit je suis pas cela, c'est tout. Nous sommes aussi la peur. Mais nous sommes aussi la peur. Mais ce que je veux dire, je finis juste la phrase et puis je te laisse répondre. C'est voilà. Ce qui m'intéresse, c'est un petit peu de voir parce que je sais que vous avez une approche individualisée presque dans vos rencontres. Comment vous travaillez justement sur cette libération des valises quelque part pour pouvoir amener après la personne à aller vers une quête qu'on va qualifier de non-duel et d'unifié. Mais déjà, je ne séparerai pas deux quêtes.
se débarrasser de ses valises et découvrir le soi, c'est la même quête, il n'y en a pas deux. Par contre, on ne va pas chercher à se débarrasser de quoi que ce soit de nos valises, entre autres, on va plutôt s'accorder à aller vers rencontrer ce qui est encore là présent en nous, les tendances mentales latentes, les peurs et les tristesses, les colères, etc., les blessures qui sont là. À voir clair. À voir clair. En fait. Et ça, c'est la démarche. La démarche, c'est pas seulement je suis cela. Enfin, pour nous, en tout cas, on le vit pas comme ça. Par contre, je ne dirais pas qu'il faut forcément longtemps pour se débarrasser de tout ça. Parce qu'il faut cet instant, enfin, oui, d'ailleurs, on ne cherche pas à s'en débarrasser. Et c'est cet instant de rencontre, à l'instant précis où il y a une rencontre réelle entre ce qui nous touche profondément, ce qui nous blesse profondément, ce qui nous fait peur profondément, et ce que nous sommes en réalité, ce qui est où je suis, au moment précis de cette rencontre, 3 secondes après, cette grosse valise a disparu. Ça, c'est une petite erreur, voilà. Ouais. Et c'est tout. Et c'est pas forcément long. Le plus long. Qu'est-ce que tu veux dire par rencontre, Gérard? Pardon? Est-ce que tu peux préciser cet instant de rencontre? C'est intéressant. Si tu veux, par exemple, si on prend la peur, comment elle vit dans le corps? Eh ben, j'ai une tension corporelle dans le plexus solaire, par exemple. Beaucoup de gens connaissent ça, où tout le corps est crispé. Voilà. Il y a une tension dans le corps complet. Je m'intéresse, par exemple, que à ces sensations physiques. C'est-à-dire que, tiens, mais ça tord même pas, en fait, au plexus solaire. Il y a une contraction dans le plexus solaire. Et puis, ou dans le corps. Et puis, je reste avec cette contraction physique. La contraction d'elle-même, elle n'est pas douloureuse. Même pas mal, comme on pourrait dire. Et donc, je me laisse ressentir cette contraction. Et je regarde ça de près. Comment ça vit, cette contraction dans le corps? J'oublie le mot peur. Je reste avec la contraction dans le corps. Comment elle vit? Jamais une sensation n'est figée. Ça bouge tout le temps. C'est généralement de multiples sensations les unes à côté des autres qui vont et viennent à toute vitesse. Par exemple, c'est vivant. Et tout d'un coup, ah tiens, mais en fait, c'est vivant. Et alors, la curiosité est aiguisée. Tiens, mais comment c'est exactement? Ah, puis là, ça vient, puis ça part, et puis à toute vitesse. Ah tiens, mais on oublie complètement la peur, et on est juste avec la sensation. Et cette sensation, elle est poussée. Ah tiens, ça c'est marrant, ça alors. Waouh! Et à un moment donné, ben, elle se dissout. Parce que c'est dans la nature des choses d'aller et venir. Des choses existentielles. Simplement, le fait de refuser la peur, le fait de ne pas accepter ce qui est là, fait que c'est mis à distance, c'est pas rencontré. C'est comme un enfant qui tombe, il se fait mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il vient dans les bras pour se faire consoler. Il se fait consoler, 30 secondes après, vous avez encore envie de le cajoler un peu, mais non, on lui retourne jouer. Pourquoi? Parce qu'il a été consolé. Maintenant, imaginez, il pleure, il tombe, il se fait mal, il pleure, vous le prenez par le col, 2 claques, tâche pas de recommencer, sale gosse. Le gamin, il va être bloqué. Il va refouler sa tristesse, il va refouler sa douleur. Et c'est comme ça qu'il crée un problème. C'est comme ça qu'on se crée des valises qui vont durer. Au moment où cette valise, elle est rencontrée pleinement, elle vit sa vie de valise, on pourrait dire, la peur qui est là, elle est vécue pleinement, elle est rencontrée pleinement. Et puis ça passe naturellement à autre chose, sans effort, sans rien faire. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est on peut voir alors dans ces épousailles-là que le souci, entre guillemets, enfin le problème, s'il y en a un, parce qu'il n'y en a pas, en fait, c'est les pensées. Les pensées qui sont crues vraies à tort. Nous, on appelle ça des pensées crues, crues vraies à tort. Autrement dit, les croyances. C'est jamais la sensation. La sensation, elle est pure. Elle ne dit rien à propos de rien du tout. Et si vous regardez bien, il faut étiqueter la sensation pour que le mal-être arrive. Sans l'étiquette. C'est juste une simple vibration au sein de ce que je suis. C'est tout ce qui se passe. Ouais. Est-ce qu'en fait, tu parles du film qu'on rajoute, de l'histoire, parce que la douleur ne va pas changer, la vie ne va pas changer avec son lot de bonnes choses et de souffrances aussi. Enfin, pas de souffrance, mais de douleur. Et la souffrance, justement, c'est toute cette histoire qu'on est en train de rajouter dessus quand on prend un coup. Quoi. Oui. C'est pas nous qui la rajoutons. Elle se rajoute en fonction de conditionnement, en fonction de culture, en fonction de gènes, en fonction du passé, etc. Elle est rajoutée par personne. Personne ne fait rien dans toute cette histoire. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que chacun a sa propension, je dirais, à fabriquer des histoires en fonction de son conditionnement
de ses valises, de son éducation, etc., etc. Oui. 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 Et De ce c'est fameux intéressant. mental qui perturbe. Et c'est très important de le voir comme ça parce que alors la culpabilité peut tomber parce qu'il n'y a pas de moi. C'est juste des conditionnements qui ont été engrammés jeunes en fonction des situations de vie, de plein de choses. C'est pas Et- personnel. Et c'est tout. Tu vois. C'est pas personnel. Et alors peut commencer un vrai amour, tu vois. Ah oui, ça s'est passé comme ça, tu vois, sans culpabilité, sans rien du tout. Ah ouais, ça s'est engrammé comme ça. Waouh, j'avais pas vu des choses comme ça. Et s'installe alors le regard. Ce regard-là, il est plein d'amour en fait. Hein. Il embrasse. Ouais. Voilà. Synonyme Alors, de regard, c'est oui. l'être, le je suis, en fait. Et en fait, sans même s'en rendre compte, quand on pratique de cette manière-là, on rejoint naturellement ce premier pas en arrière, on le fait naturellement, qui est de revenir à l'être, au je suis. Alors, Juste si on l'une parle des un petit, manières de- si on parle un Oui, petit peu de... excuse-moi, Vas-y, Marie. Juste une seule chose précisée pour tout le monde, c'est quand on parle là de souffrance, là on vient de parler de souffrance, on parle spécifiquement de la souffrance psycho-émotionnelle, hein, pas de la douleur physique. C'est important de le dire parce que la construction mentale les constructions mentales correspondent à la souffrance psycho-émotionnelle, à ce qu'on appelle un mal-être émotionnel, quoi. Pas la douleur physique. Le mal-être. Alors, je veux juste finir, avant de parler d'éveil, ce que tout le monde attend, je suis sûr, cette obsession de l'éveil. J'ai envie de finir le chapitre sur les valises et tu as, Gérard, un passé, une expérience de psychanalyste, si je me trompe, de docteur, psychologue, Je suis un psychanalyste. psychothérapeute, psychanalyste aussi, oui, Psychothérapeute, etc., oui. pardon, tu C'est me la diras. même chose, oui. Et donc, je voulais un petit peu comprendre, c'est la question que je t'avais posée l'autre jour, et tu pourrais nous en parler un petit peu. Est-ce que c'est compatible, je dirais, l'approche non-duelle? Tu vas me dire qu'il n'y a pas de séparation, mais est-ce que c'est compatible l'approche non-duelle, satsang, qu'on va qualifier de oriental, de hindouiste, bouddhiste, peu importe, et Advaita, Vedanta, etc., avec un soin chez un psy pendant des années? Est-ce que c'est l'un complète l'autre? Est-ce que voilà, quelles sont les différences d'approche en fait? En fait, oui, merci de revenir là-dessus. Je voulais en parler, puis j'ai oublié en cours de route. C'est effectivement très important. Moi, j'étais psy, effectivement, donc voilà, j'ai un passé de psy et avec tout ce côté Advaita Vedanta, et tout ce qui m'est arrivé, je me suis dit, ok, poubelle tout ça. Et en fait, non. Il est important. Ce qui est important, c'est là où en est le thérapeute. Si le thérapeute croit à un moi et est là pour vous aider à ce que votre moi aille mieux, eh ben l'éveil, ça va être compliqué. Parce que on part déjà sur des prémices qui sont fausses. Il y a l'idée d'un moi qu'on va soigner. Ben non, il n'y a pas de moi. Comment voulez-vous soigner quelque chose qui n'existe pas? Ça va être très compliqué. Par contre, si le thérapeute sait qu'il n'y a pas de moi, il va vous accompagner avec les mêmes outils, mais directement vers la vision claire de ce qui est là, avec les mêmes outils. D'ailleurs, par exemple, moi j'ai fait beaucoup de gestalt thérapie. La gestalt, la plupart des outils utilisés par la gestalt proviennent du bouddhisme zen. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est rendre à César ce qui appartenait déjà à César avant. Rendre au bouddhisme zen ce qui lui appartenait avant. Et ces outils de gestalt, ils ont été utilisés par toute la psychologie humaniste. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil en fait, quoi. Simplement, dans l'Advaita Vedanta, dans ces pratiques orientales, on utilise ces outils pour aider à rejoindre le soi et non pas pour soigner un moi qui n'existe pas. Tout simplement. On peut prendre un exemple. Par exemple, est-ce que tu penses tes pensées ou est-ce que les pensées apparaissent? Je ne sais pas pourquoi je. Et là, on va allons-y. Vous pouvez répondre dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense les pensées ou est-ce que les pensées apparaissent d'elles-mêmes? Comment ça fonctionne? Ou les mots que tu choisis quand tu parles, le ton de ta voix, les gestes que tu fais, est-ce que tout cela est calculé, pesé, etc. Ou est-ce que simplement ça apparaît tout seul? Et dans cette investigation-là, l'invitation est toujours, les questions renvoient toujours à une expérimentation directe. Ça amène jamais une réponse mentale. C'est toujours à aller voir. En fait, c'est vrai, comment ça se passe?
Ah ouais, je dis moi, depuis que je suis jeune, mais c'est quoi moi? De quoi? C'est fait de quoi moi? Euh, Dans mon expérience là, directe, c'est comment? C'est ça l'investigation du moi. Alors on a le. Je voulais passer au sujet de l'éveil, mais on va faire une petite parce que c'est à lancer ça, Marion. Euh, Oui. on arrive au fameux sujet. Il y a des sujets comme ça, comme les marronniers qui reviennent dans la presse, dans les satsangs. Il y a le sujet du libre arbitre et du conditionnement. Mhm. Donc voilà. Est-ce que on choisit quelque chose ou tout est déjà complètement écrit, conditionné? On pense notamment à Ramesh Balsekar qui Mhm. qui a supprimé tout libre arbitre pratiquement. Et en même temps, Mais quand on pas, c'est pas le investit, seul. oui, il n'est pas le seul, il est pas le seul, mais c'est celui qui m'est venu là. Ouais. Et en même temps, on peut croire il y a une sorte de libre arbitre dans du non libre arbitre. Voilà. Exact. Et l'autre jour, je vais juste, ouais. Et l'autre jour, on recevait Philippe Guillemant, qui est un physicien et qui lui nous disait quelque chose différent mais similaire, qui nous disait, ça va peut-être vous parler. Il disait le futur est déjà écrit. Le futur existe en même temps que le passé. Il y a pas, le futur est déjà là, est déjà écrit, mais on peut quand même le changer. Voilà. Vous avez 45 minutes. Merci. 45 minutes, on a beaucoup C'est de très temps pour en intéressant. parler. On peut en Ah, parler en 2 secondes. Non, il n'y a pas de libre arbitre. En fait, la question est bien plus simple que ça. C'est est-ce qu'il existe un moi qui a un libre arbitre, qui pourrait avoir un libre arbitre ou pas? Parce que s'il y a un moi, peut-être il y a un libre arbitre. Mais s'il n'y a pas de moi pour exercer un libre arbitre, la question du libre arbitre ne se pose même pas. C'est exact. encore plus radical. Tu vois? Exact. Et comme il n'y a pas de moi, la question du libre arbitre s'effondre. Bon, bah, Alors là, ta copie va être simple. Hein. Ta copie est rendue à ça. pour ceux chez qui c'est pas clair, en fait, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui vous fait croire chez vous qu'il y a un moi. Qu'est-ce qui vous fait croire ou qu'est-ce qui vous fait penser ou quelles sont les sensations qui vous donnent l'idée d'un moi. Il y a besoin d'aller voir de ce côté-là, vraiment. Et est-ce que réellement il y a un moi ou pas? Et même avant ça, est-ce qu'il y a un libre arbitre? Donc, si jamais il y a un libre arbitre, c'est que je suis capable de faire des choix. Donc, si je fais des choix, j'ai déjà choisi des choses dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai déjà choisi dans ma vie? N'importe quoi. Par exemple, ce soir, vous avez décidé de vous connecter à l'ordinateur pour nous écouter. OK? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes connecté ce soir à l'ordinateur? Ah, ben j'avais envie. Est-ce que vous avez choisi d'avoir envie? Ben non. Les envies viennent toutes seules. Donc en fait, votre choix, il est conditionné par une envie sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir. Donc c'est pas un vrai choix. Vous voyez? Et en explorant comme ça, bon là je prends un exemple simple et rapide, vous explorez tous vos choix. J'ai fait telles études, j'ai eu 3 enfants, je me suis marié. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a jamais eu de choix. Tout s'est fait en fonction de vos conditionnements, de vos gènes, de préférences sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Et là, je rebondis sur une question, j'en ai une aussi, mais je rebondis sur une question de Sam qui nous dit, s'il n'y a pas de libre arbitre, mais c'est quoi la vie alors? Que veut dire la vie? Je vous la mets la question. Mais tu sais bien, Gérard, Marion, vous savez bien que c'est toujours une question qui est mentalement difficile à appréhender tant qu'il y a un moi. Et j'ai envie de dire, et en plus, on nous a tellement bercé pendant des années avec cette idée romantique que nous sommes les créateurs de notre vie et les co-créateurs et nous sommes ce que nos pensées et la loi d'attraction, etc. Donc, on peut continuer un petit peu là-dessus si tu as envie si vous avez envie de rebondir là-dessus avant de parler de l'éveil. Nous sommes créateurs. La question est de savoir qui sommes-nous. En tant que quoi? Nous sommes créateurs. Si c'est en tant qu'individu, bah non, il n'y a pas de moi. Vous n'avez même pas choisi de naître. Soyons clairs. Vous êtes né à ce monde, vous y êtes pour rien, quoi. Après, on va parler de karma et de choses comme ça, mais même en fait là, en réalité, il y a tout ça, c'est des conditionnements, enfin, etc. Et en tant que le soi, en tant que ce qui est, il y a une création apparente non séparée. Et Marion, j'insiste sur ce que Marion vient de dire, apparente, une création apparente. Cette création n'est pas réelle. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et pour répondre à la question posée tout à l'heure,
C'est quoi Il y la a vie alors? l'idée que la vie doit servir à quelque chose dans cette question. Il y a l'idée que si la vie n'a pas de but, alors elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais est-ce que les enfants, quand ils jouent, ont un but autre que s'amuser? C'est leur nature de jouer. Ils cherchent même pas à s'amuser. De fait, ils jouent et ça les amuse. Est-ce qu'ils se posent la question de savoir, est-ce que c'est vraiment utile que je joue? En fait, c'est utile. Ils vont développer leur motricité, ils vont apprendre plein de trucs, enfin, etc. Mais en fait, qui s'en soucie? Sûrement pas l'enfant. Alors nous, on fait des jeux éducatifs. Pourquoi pas? Mais en réalité, il n'y en a pas besoin. C'est juste naturel. On peut le voir d'une autre façon. C'était Sam, la question, Sam, je sais plus. Sam posait la question, ça sert à quoi la vie et pourquoi on souffre? Et puis Voilà. là, il y a David qui nous dit, qu'est-ce qui prouve qu'on nous n'avons pas décidé de naître? Ça sert à quoi la vie? J'ai envie de dire, ça sert à rien d'autre qu'à être vécu. J'avais envie de rebondir d'une autre façon. C'est si cette pensée n'apparaît pas, si elle n'est pas crue, qu'est-ce qui demeure? Alors là, on a un petit débat sur les commentaires. David qui nous dit, qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas décidé de naître? Et il y a Nicolas qui nous répond, mais qu'est-ce qui prouve que nous avons décidé de naître? Voilà. Rien. Donc, Rien, mais tout ça, c'est mental en fait. Rien. Oui, qui c'est qui pose la question déjà? Peut-être la question de la souffrance qui est peut-être importante. Pourquoi on souffre? En fait, si vous regardez bien, toute souffrance, on parle toujours de souffrance psycho-émotionnelle, on ne parle pas de douleur physique. Hein. Toute souffrance psycho-émotionnelle est toujours liée à des pensées crues, du verbe croire. Pas de pensée crue, pas de souffrance. Ou pensée limitante. Et la première des pensées crues, c'est moi. Et la première, c'est effectivement moi, mais après c'est oh là là, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que il va m'arriver si je sors dans la rue sans masque, peut-être j'ai attrapé le Covid-19, j'ai être très malade et il va m'arriver ça. Toute une histoire qui se raconte, ce ne sont que des pensées crues. Oui, il m'a dit tel ça, il m'a dit telle chose, je suis profondément blessé, il n'avait pas le droit de faire ça. Non, ce sont des pensées. Prenez n'importe quelle situation la plus blessante que vous ayez vécue. Souvenez-vous, qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là? Il n'aurait pas dû, c'est un salaud, enfin, etc., etc. Tout ce qu'on peut se dire à ce moment-là. Imaginez un instant qu'aucune de ces pensées ne soit apparue. Est-ce qu'il y a encore une blessure? Non, il n'y a pas de blessure. Maintenant, imaginez que le même fatras de pensées apparaissent, mais elles ne sont pas crues. Ben, on est touché, puis ça passe dans la seconde qui suit. Tout simplement. Et regardez, allez voir ça de près avec plein d'autres choses. Les tristesses, tout ce que vous pouvez imaginer. Toutes les souffrances psycho-émotionnelles. Vous allez voir que c'est toujours lié à des pensées crues. Alors, à propos de ces pensées crues, on nous pose la question, et je te la pose aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des pensées qui sont plus justes que d'autres? Parce que là, tu parles des pensées crues qui créent une souffrance, finalement. Mais est-ce qu'il y a des pensées positives? On en fait quoi? Les pensées, je me fais l'avocat du diable un petit peu, hein, mais on veut pas. Les pensées dont on parle là, elles sont liées toujours à une idée de passé ou une idée de futur. De projection. Il y a une projection, toujours. On parle de pensée, ce qu'on appelle discursive, pas de pensée fonctionnelle. Ah, il est telle heure, je dois aller prendre mon train, ou il est l'heure que j'aille travailler, etc. Ça, c'est des pensées fonctionnelles, on ne parle pas de celles-là. On parle que des pensées discursives, celles qui racontent une histoire à propos de moi, à propos du monde, à propos des autres, à propos, etc. Et la question était, j'ai oublié du coup. Non, la question était s'il y avait des pensées justes, en fait, s'il y avait une sélection dans les pensées, mais voilà, parce que dans les pensées discursives, il y a aussi des pensées, l'imagination, des choses qui peuvent être poétiques sur soi-même, sur l'existence, la créativité, etc. Bien sûr. Je dirais pas de juste, je dirais agréable, qui nous permettent de nous amuser, de jouer, de profiter de la vie, ou non. Mais en fait, les pensées créatrices, elles amènent, comment dire, on pourrait parler de l'art. Ce qui se passe, c'est toujours dans l'instant. C'est-à-dire, il faut pas oublier qu'il y a toujours que l'instant. Là, on va parler vraiment de l'éveil. La pensée peut se mettre au service de l'instant. C'est un très bel outil, on pourrait dire. Hein. Oui. Il y a toujours que l'instant. L'instant, c'est tout ce qui est. Les pensées discursives, elles projettent vers un futur. C'est ce qu'on appelle l'impression de séparation. Pourquoi? Parce que
il y a l'idée que l'instant tel qu'il est n'est pas correct. D'accord? Donc, en fait, on va projeter, apparemment, l'instant n'est pas correct, on veut autre chose. Ça semble étirer un temps vers autre chose, tu vois? Il y a un refus de l'instant tel qu'il est. C'est comme ça que le temps apparent naît, on pourrait dire. En fait, mais il y a toujours que cet instant. Une pensée de futur se vit là maintenant. Tu vois? Et on est d'accord que dans... on sera au futur. Oui, on revient toujours d'ailleurs à l'enfance. On revient toujours d'ailleurs à l'enfance, à cet état de jeu et de non-séparation et de non-étiquette des choses. On peut étiqueter, mais ça ne dure pas. Il est fâché, il dit t'es plus mon copain. 3 minutes après, il retourne jouer avec lui. C'est dans l'instant. Dans l'instant, exactement. On revient toujours à l'idée que dans l'instant, tout va bien, en fait. Dans l'instant présent, il n'y a pas de problème. Les problèmes, ce ne sont que des projections ou des pensées crues. J'aimerais qu'on enchaîne sur l'éveil, parce que c'est un sujet qui passionne tout le monde et qui est souvent un petit peu baladé, galvaudé, de façon. Aujourd'hui, c'est devenu un peu à la mode parfois, et les gens ont envie de s'éveiller plus qu'ils ont envie d'être des rockstars. Et des fois, j'ai envie qu'on fasse attention à que ça devienne pas une nouvelle obsession, un nouveau moi qui croit en quelque chose, qui est un changement d'état. Est-ce que finalement, vous allez me donner votre description de l'éveil, mais est-ce que finalement l'éveil, c'est pas l'extinction du moi? Pour nous, on distingue toujours 2 étapes, et on n'est pas les seuls. Ramana Maharshi, on parle aussi, Nisargadatta Maharaj aussi, etc. et d'autres. Il y a d'abord réaliser qu'il n'y a pas d'auteur, pas de moi auteur, des pensées, des actes, des choix, etc. Ça, c'est être rendu à je suis, c'est l'être, qu'on peut toucher d'autres manières. Hein. Il y a une manière qui est effectivement de se rendre compte que zut, il n'y a pas de moi, et on est renvoyé automatiquement à je suis. Il y a d'autres manières qui consistent à faire toucher l'être, ce je suis, amener les gens à toucher ça. Et lorsqu'il est réalisé qu'en fait, je ne suis pas moi dans le monde, mais je suis qui englobe le monde entier, y compris l'organisme appelé Gérard ou Marion, etc. C'est ce qu'on appelle la première réalisation dans notre jargon à nous. Il est réalisé qu'il n'y a pas de moi. La conscience témoin, il y a plusieurs... Oui, je préfère je suis, l'être, mais on peut mettre d'autres mots, la présence conscience, etc., etc. Il y a une seconde réalisation bien plus radicale, qui est de réaliser qu'en réalité, tout ce qui peut être connu est complètement illusoire. Ce monde, en réalité, n'est pas dense, n'a pas la densité qu'on croit. Il n'est pas définitivement réel, un peu comme un rêve. L'exemple du rêve est souvent pris, le film, le mirage, etc. Le rêve, la nuit, si vous regardez bien, le monde du rêve apparaît d'un coup, le rêve se déroule, et tout paraît très réel. Et le monde du rêve s'arrête d'un coup, vous vous réveillez. Ce monde apparaît d'un coup, tout paraît très réel, et quand vous endormez le soir, il disparaît d'un coup. Ce qui se passe dans le rêve la nuit, un rêve ça existe, c'est réel, mais ce qui se passe dans le rêve la nuit n'est pas définitivement réel. Si vous rêvez que vous tuez quelqu'un la nuit, selon l'exemple bien connu, vous n'allez pas vous rendre à la police le matin en vous traitant de criminel. Vous savez que c'est pas réel. C'est pareil avec ce monde-ci. Ce monde-ci n'est pas définitivement réel. C'est aussi un rêve. Simplement, ce qui est le vit comme rêve éveillé constamment. Et ça, c'est la seconde réalisation. Et lorsqu'il est réalisé que ce monde n'est pas réel, il est aussi réalisé qu'en réalité, je suis ce qui est. Et pour l'appeler, nous on l'appelle ce qui est. Ramana Maharshi l'appelle le je avec un J majuscule, le soi, etc. Il y a d'autres mots, peu importe les mots. Hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il n'est que ce qui est. Il n'y a rien d'autre que ça. Et je suis cela. Mais pas je en tant que personne. Évidemment. Nous sommes cela. Les mots n'y vont jamais. Les mots n'iront jamais. C'est notre nature. Nous sommes cela. Voilà. En tant que tout cela. Et tout est cela. Tout cet apparent monde est cela. Et à ce moment-là, il ne s'agit plus de perception. Il n'y a plus de perception. Il n'y a plus de sensation. Il y a épousaille, fusion, ce qui a toujours été en réalité. Je suis simultanément tout l'inconnaissable et tout le connu, tout à la fois. Il n'y a pas deux.
Il n'y a pas de percevant, de perçu et d'objet de perception. Tout ça, c'est... Alors, ma question simple, c'est comment on passe de cette compréhension mentale à ce que vous décrivez comme un état, une expérience, même si c'est peut-être pas les bons mots, mais les mots sont tous. Mais je sais que les mots sont difficiles à trouver. Ouais. Mais voilà, comment on réalise cela autrement que mentalement? Alors, voilà, déjà, parce que mentalement, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'appartient pas à l'organisme. Oui. Donc, en ce sens, tu peux rien faire. C'est pour ça qu'on parle souvent de il n'y a rien à faire, tu vois. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faire qui s'opère. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais en ce sens, l'organisme n'a pas la main là-dessus. Et l'éveil n'est pas personnel. L'éveil n'est pas lié à l'organisme. En fait, dans la tradition, oui. C'est plutôt dans un lâcher. C'est plutôt dans un lâcher de tout vouloir, de toute tentative de saisie. Et dans cette curiosité, dans cet amour dont on parlait tout à l'heure, aller à la rencontre de qu'est-ce qui est vrai pour de vrai. En fait, dans la tradition, il y a deux voies pour accéder à l'éveil. Deux voies directes, on va dire les plus proches du sommet de la montagne. La voie de la dévotion, de l'amour, qui est celle du Christ, en fait, par exemple, et sur lequel j'ai cheminé au départ de ma recherche pendant des années, et la voie de Jnana Yoga, la connaissance, la voie de la connaissance, de l'investigation. Qu'est-ce qui est vrai pour de vrai? Qu'est-ce que je suis en réalité? Actuellement, nous, on est plus orienté de ce côté-là, mais l'amour, il est là de toute façon, au fond. Il y a le sommet de la montagne, il n'y en a qu'un, et il est impossible qu'il y ait connaissance sans amour ou amour sans connaissance. C'est pas possible. Simplement, ce qui est privilégié ici, aujourd'hui, dans notre pratique, dans l'accompagnement avec les autres, c'est la voie de la connaissance. Qu'est-ce qui est vrai pour de vrai? Est-ce qu'il y a un moi? Est-ce que vous pensez vos pensées? Est-ce que vous avez déjà réellement fait un choix? Etc., etc. Ça peut être des questions comme ça. Et ça peut être autrement. Ça peut être aussi essayer d'arrêter d'être là maintenant. Là tout de suite, sans bouger de votre chaise, essayez d'arrêter d'être. Est-ce que vous le pouvez? Qu'est-ce que c'est qui ne peut pas arrêter d'être? Etc. Il y a plein de choses comme ça qui amènent les gens simplement, qui amènent l'être à réaliser qu'il est, quoi, en fait. Simplement à faire en sorte que l'on se souvienne que il y a cette réalisation que, en fait, je suis et je ne suis pas moi dans le monde, par exemple. En fait, je vais compléter ça. Souvent, ce qui empêche, qui bloque, ce sont des pensées à propos de l'éveil ou des peurs, tu vois. Il y a beaucoup de choses dites sur l'éveil et du coup, plus on lit de choses avant, plus on emmagasine de concepts et plus on se fait une représentation de ce qu'est l'éveil, tu vois, mental. Et du coup, si ce qui est dit ne correspond pas avec la représentation qu'on en a, alors on va avoir l'idée que c'est pas là. Et bien souvent, c'est déjà là. Sauf que comme ça correspond pas à ce qu'on croit, alors ça ne prend pas effet, à moins d'être accompagné, ça ne prend pas effet forcément parce que la personne a l'idée, ben c'est pas là, tu vois. Et moi, j'accompagne des personnes pour qui c'est là depuis très très longtemps, ils le savaient même pas. Pour eux, c'était pas ça, tu vois. Et au moment où alors ça se dépose, mais c'est là. Ah, waouh. Alors ça s'intègre. Alors à ce moment-là, les mots posés dessus permettent une intégration viscérale. C'est très très beau, quoi. Tout d'un coup, ça descend. Et là, c'est ok, tu vois. Et c'est très doux. C'est pas des effusions. Souvent, c'est quelque chose de très doux. Il y a des larmes de gratitude qui montent et ça sait, en fait. Ça sait que c'est ça. Mais alors, c'est bon, vous m'entendez? On t'a pas entendu, Alain. Là, vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Est-ce que le danger, finalement, c'est pas justement d'utiliser ce mot éveil et de faire miroiter, je dis pas vous, hein, mais d'une façon générale, dans n'importe quel enseignement, de fixer un truc comme ça, atteindre un état qui peut justement devenir une course du moi vers quelque chose d'un mieux, alors qu'en fait, vous le dites vous-même, cet état, il est déjà là. La réalisation, elle est déjà là. On ne fait que dévoiler quelque chose qui existe déjà. Et alors que souvent, dans l'éveil, il y a cette compréhension d'atteindre un état magique presque, phénoménal.
Est-ce que c'est pas un danger en fait d'utiliser un peu C'est juste une expérience. Oui, bien sûr, c'est un danger. Bien sûr, c'est un danger. Il y en a qui confondent expérience d'éveil avec éveil. Beaucoup de gens confondent les deux. Ils ont vécu une expérience mystique, une expérience d'éveil, et ils croient que c'est ça l'éveil. Non. Désolé, non. Ce n'est qu'une expérience. Elle s'en va, elle s'en vient. L'éveil, c'est définitif. Je sais que je suis cela. Il n'y a aucun doute possible là-dessus. Je suis ça, et rien d'autre que ça. Voilà. Et Gérard apparaît au sein de ça, et Gérard, c'est rien du tout. Alors, juste, Gérard, et je te coupe parce que j'avais une question tout à l'heure sur la discussion qu'on avait sur avant l'éveil, mais on va revenir. Mais juste, elle me revient parce que tu m'as dit ça. Parce que je voyais un petit peu les commentaires qui partaient un peu où les gens comprenaient pas pourquoi, etc. Et parce que des fois, quand on parle un petit peu de ce moi et de ses pensées, on a la tendance, on a le danger de tomber dans une forme de nihilisme, c'est-à-dire où il y a une grande illusion, il n'y a plus rien qui existe, la vie est un film, etc. Et d'un seul coup, on peut se retrouver. J'ai eu des témoignages, je vous en parle pas n'importe quand, et je sais que c'est une question que vous connaissez aussi. C'est l'inverse. C'est l'inverse, voilà. Mais il faut pas oublier que la vie est encore, je dirais, encore plus belle et plus extraordinaire après cette réalisation. Et c'est pas d'un seul coup tout s'arrête et il y a plus rien à faire et on s'assoit dans une grotte et l'action n'existe pas. Ça dépendra de chacun, ça. Oui, il y en a qui aussi. L'ascétisme, enfin des organismes anti-l'ascétisme est là. Il y a des chances qu'ils continuent à être ascètes. Oui, mais ce que je voulais dire, c'était ce sujet du. J'enseigne depuis. Personnellement, je veux dire, déjà, quand j'étais en CP, on me demandait d'aider les camarades qui n'y arrivaient pas. J'ai toujours enseigné. Mon père était enseignant. L'enseignement, il vit en moi. Voilà, c'est tout. Ça continue. Il n'y a aucune gloire à en tirer. Je veux dire, c'est comme ça. C'est comment est fabriqué cet organisme. Et il n'y a aucun pouvoir là-dessus. C'est pas du tout un nihilisme, c'est l'inverse. Si vous voulez, avant l'éveil, j'avais peur de la peur. Donc, j'évitais d'avoir peur. Et puis, en tant qu'homme, j'ai été élevé à ne pas pleurer. Donc, la tristesse, fallait pas trop la toucher. Aujourd'hui, j'ai plus peur. Enfin, beaucoup, beaucoup moins peur. Et quand il y a de la peur, elle est amusante. Pourquoi j'aurais pas peur? La peur est pleinement vécue. La tristesse peut être complètement vécue. Et puis, il arrive des choses qui sont complètement étonnantes. Je me souviens de quelqu'un, j'étais allé à son enterrement, je le connaissais à peine, mais j'avais des fonctions qui faisaient que j'allais à l'enterrement de sa femme, plus exactement, qui était morte subitement. Et puis, je le connaissais à peine, comme dit, et puis il vient un moment où on dit, on fait des condoléances, et puis je passe à mon tour, et je suis la seule personne, il tombe dans mes bras, et il se met à pleurer, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir tout seul? Pourquoi moi? Et je me mets à pleurer avec lui. De vraies larmes qui coulent, quoi. Pourquoi? Simplement, c'est de la compassion qui était là. Et je dis, mais t'inquiète pas, on sera là pour toi, etc. Des mots qui sortent tout seuls et qui sont vraiment vécus. Il y a une vraie compassion, il y a des vraies larmes. Et j'ai encore les larmes aux yeux quand j'en parle aujourd'hui. Et il y a un vrai amour qui est là et qui ne peut pas ne pas s'exprimer. Et qui est suffisamment, parfois, ressenti par l'autre pour que ce soit dans mes bras qui tombe. Parce que quelque part, en lui, ça sait que ça peut accueillir ça et que ça peut donner une réponse. Ça ne nous appartient pas. Et c'est loin du nihilisme, croyez-moi. Et à la fois, ça n'appartient à personne, il n'y a pas de moi. Et à la fois, la compassion est incarnée au niveau de l'organisme aussi, parce qu'il n'y a pas de séparation. Tu vois, c'est cet amour qui infuse la matière, en fait. Complètement. Forcément, l'organisme sait ce qu'est l'amour. Forcément. Pourquoi on cherche tous l'amour? Pourquoi l'organisme cherche l'amour? Parce qu'il sait, au fond, que c'est déjà là. Mais je voudrais partager quelque chose, Alain, si tu veux bien, juste par rapport à ce que tu disais, pour rebondir. Souvent, quand l'éveil apparaît, il peut y avoir une période où, effectivement, il y a comme un espèce d'arrière-plan. On pourrait dire tranquille, mais pas que, où en fait, on pourrait dire la matière n'a pas encore rejoint cet espace tranquille. Et c'est chouette que tu soulèves ça, parce que
c'est souvent une période où les gens disent mais c'est terne, l'éveil c'est plat, etc. En fait, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a encore des pensées qui sont crues. Souvent, c'est lié à un refus d'incarnation ou des choses, encore des refus de la souffrance, tu vois. Et du coup, on va accompagner à être avec ces refus qui demeurent. Et à un moment, tu vois, du coup, l'organisme, au fur et à mesure, vient rejoindre la connaissance pure. Et alors là, c'est épousé pour de vrai, tu vois. Voilà. Justement, il faut. Non, mais tu as raison de le préciser. Et vos deux réponses sont intéressantes. Et il faut toujours préciser que la réalisation, c'est justement le personnage, c'est l'incarnation et la manifestation du personnage qui prend vie encore plus, même si ça passe par une phase intermédiaire comme ça différente. Et je reprends la question là de Valérie qui justement nous dit. Justement, c'est pas incompatible, j'ai envie de lui dire, mais vous allez lui répondre à ma place. C'est comment concilier la réalisation du soi et sa responsabilité du rôle de mère. C'est un peu la question, comment concilier la réalisation du soi et vivre, quoi. C'est tout simplement vivre encore plus libéré. Il n'y a aucun souci, Valérie. C'est même l'inverse. Tu verras que tu seras une mère beaucoup plus juste, beaucoup plus alignée, beaucoup plus présente, beaucoup plus sensible à la vérité qui se dégagera de ton enfance. C'est juste l'inverse, c'est encore plus beau, c'est beaucoup, beaucoup plus riche, beaucoup plus beau. Et un peu pour répondre aussi dans le même veine, c'est imaginez, il y a un enfant qui traverse la route, et il y a une voiture qui arrive. C'est pas votre enfant, hein. Qu'est-ce que vous faites? Évidemment, vous le bloquez. Il n'y a même pas une demi-seconde de réflexion. Vous n'allez pas vous dire, oh, c'est pas mon gosse, je m'en occupe pas, hein, tant pis, il a qu'à se faire écraser. Ça, c'est une pensée débile. De toute façon, il n'y a rien là, pas besoin de s'en occuper. Ça n'a aucun sens, aucun sens. La vie prend soin de la vie. Par nature. Ça par nature. L'amour prend soin des êtres vivants. Par nature. Donc, il y a aucun risque. C'est juste l'inverse. Comme la vision est bien plus affinée, bien plus claire, on voit beaucoup plus les tours que les enfants jouent, on voit beaucoup plus ce qu'ils souffrent, on voit beaucoup plus comment les accompagner. C'est beaucoup plus facile. C'est l'inverse. Et bien sûr qu'on va être là complètement. En fait, on pourrait dire, nous sommes la clarté même. Qu'est-ce qui apparemment voile cette clarté que nous sommes? Ce sont juste des pensées crues, juste des conditionnements qui sont encore actifs, c'est tout. Et l'invitation est au regard, au regard de ces pensées crues. Qu'est-ce qui se passe là que ce que je suis est apparemment voilé? En fait, c'est ce qu'on fait. Hein. On accompagne. Lorsque ce que je suis n'est plus voilé, ce que je suis étant amour pur, inconditionnel, total, qui ne peut pas ne pas aimer, comment voulez-vous que ça ne prenne pas soin de ce qui l'entoure? C'est pas possible. C'est amour, mais c'est paix, c'est joie, c'est sérénité, etc. Alors, est-ce que, je vais faire encore la réalisation du soi finalement pour... Ouais, non, j'aime bien. En fait, ça sert à quoi? À rien. C'est ma question. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de s'éveiller? Non, ce que je veux dire, non, ce que je sous-entends. Et c'est ça qu'il faut, c'est parce que c'est la question qu'on me pose souvent. D'abord, à quoi ça sert? À part, c'est sortir d'une forme de souffrance aussi, d'une part. C'est pas le but. Non, c'est pas le but, mais c'est aussi, ça vient souvent de là, la recherche. La recherche, elle vient souvent d'une situation compliquée, de la fin d'une souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, matérielle. C'est quand tout va bien, généralement, on n'est pas tellement en quête de sens. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que finalement, il n'y a pas d'échelle de valeur non plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne cherche pas à s'éveiller ou qui ne se pose aucune question de sens existentiel, c'est pas moins bien que quelqu'un qui va vers l'éveil, quoi, ou qui cherche à comprendre le sens profond du mystère de la vie. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je dis à quoi ça sert, parce qu'on me pose souvent la question. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ça, qui me disent mais à quoi ça sert? Ouais. Ça n'a pas pour but de servir à quelque chose. La réponse que je ferai, c'est nous sommes tout ce qui est. Donc forcément, c'est aussi soit si au sein d'un organisme intel, la conscientisation n'est pas, qu'est-ce que ça peut faire? C'est toujours le soir. Et de toute façon, tout concourt toujours à l'éveil total. Même si apparemment, selon le mental humain bien limité, c'est pas ce qui est vu. Alors vous parliez tout à l'heure de karma.
Oui. du Ouais. karma. Est-ce que tu penses qu'il y a des vies où on est là pour justement s'éveiller et puis des vies où on est là pour faire autre chose? Ou est-ce que c'est encore un concept du mental avec on insuffle un concept Si, de temps? si on croit à l'histoire d'un monde passé, présent, futur, etc., Hmm. alors tout concourt toujours à l'éveil. Tout est toujours une invitation à l'éveil, y compris la peur euh, dont on fait usage aujourd'hui pour faire peur aux gens. Euh, tout le temps. Et pour Et- répondre peut-être un petit peu plus sérieusement à la question précédente, l'éveil n'a pas pour but de servir à quelque chose. Et c'est vrai que d'une façon générale, on cherche à s'éveiller parce qu'il y a de la souffrance. Et c'est vrai que l'éveil met fin à la souffrance après coup. C'est un effet secondaire. Hein. Ne vous attendez pas à ce que la souffrance s'effondre tout de suite, définitivement, dans tous les domaines de votre vie. Non, il y a des choses qui vont disparaître tout de suite, d'autres qui disparaîtront plus tard. En fonction de quand est-ce que le regard rencontre pour de vrai ses conditionnements, ses blessures, etc. Juste, je rajoute, mais après l'éveil, qui s'en soucie? Exactement. C'est-à-dire que Qui il peut bien y souffre. avoir souffrance. Qu'est-ce que ça peut faire que l'organisme Gérard souffre? Mais personne n'est là pour s'en Et soucier. au moment où cette tension liée à la volonté d'autre chose s'effondre, qui s'en soucie, alors il se trouve que par voie de conséquence, ce qu'on appelle le caractère souffrant de la souffrance s'effondre. Ouais. Parce que le caractère souffrant de la souffrance est lié aux tensions directement reliées au refus. Exactement. Le refus disparaît. Et sans refus, déjà, vous diminuez la souffrance dans des proportions incroyables. Mhm. Je reviens, avant de conclure, parce que le temps passe vite, ça fait déjà 52 minutes et on pourrait passer 3 heures avec vous tellement c'est passionnant. Et peut-être nous qu'on aussi, fera un on peut autre. passer 3 heures avec toi et avec les autres. C'est gentil. Et on en refera peut-être. Je reviens à ma question de départ. Est-ce que c'est aussi... Finalement, l'éveil, c'est quand même l'extinction du moi, de cette séparation d'un moi qui existerait séparé du reste de l'univers et du reste de la conscience. C'est juste l'extinction de l'idée d'un moi. C'est pas le moi qui disparaît. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais. Il ne peut pas disparaître. Oui, il y en a de jamais l'idée eu. d'un moi. Ok. De l'idée d'un moi. C'est juste la perte d'une croyance erronée. C'est comme de cesser de croire que la Terre est plate et de réaliser qu'elle est ronde. Mais la Terre a toujours tourné sur elle-même. Ça change rien et ça change tout. Et donc la question... Mais... Oui, la question, oui, non, c'est ça. La question, c'est ça. Oui, c'est ça. L'idée d'un moi, pas d'un moi. J'ai une autre question à vous poser. Enfin, j'en avais beaucoup, mais on va pas avoir le temps. Et puis, il y a plein de questions aussi, mais on va pas pouvoir prendre tout le monde. Juste, j'en prends une de Arjuna que j'avais affichée tout à l'heure, qui était pourquoi le soi ne pourrait pas se réaliser puis replonger dans l'illusion. Mais tout est soi. Le soi, c'est pas une personne. Oui. C'est pas une personne, c'est pas un quelque chose. Tout est cela. On pourrait dire le soi n'est pas actif, le soi ne fait rien, le soi, il s'est jamais rien passé, le soi n'est pas quelqu'un qui, n'est pas, une personne, quelqu'un qui fait quelque chose ou qui ne fait plus quelque chose, etc. Le soi est le soi, et le soi inclut absolument tout, est absolument tout. Il est l'oubli, et il est la fin de l'oubli, et il est l'ignorance, et il est la fin de l'ignorance. Il est absolument tout. Et il est Gérard, il est Marion, il est Alain, il est tout le monde. Et tout, sans exception. Tout. En tant que le soi, je suis absolument tout. Ça serait une belle conclusion, mais j'ai encore une question. Je voulais au départ vous présenter un peu, que vous vous présentiez, mais on est rentré direct dans le vif du sujet, c'est très bien comme ça. On avait choisi d'appeler le thème de l'émission ce soir, on a repris une expression que vous utilisez, je crois, qui c'est la voix sans voix. Ça veut dire quoi, la voix sans voix? VOIE. Mais comment voulez-vous? Quelle est la distance entre moi et moi? Entre ce que je suis et ce que je suis? Il ne peut pas y avoir de distance entre ce que je suis et ce que je suis déjà. Donc, il n'y a pas de voix. Il y a zéro distance entre ce que je suis et ce que je cherche. Et la voix, c'est réaliser qu'il y a zéro distance entre ce que je suis et ce que je cherche. Autrement dit, je suis déjà tout ce que j'ai toujours cherché.
Je suis déjà l'amour, je suis déjà la paix, je suis déjà l'unité, je suis déjà la joie, je suis déjà la sagesse, je suis déjà tout ce que j'ai toujours cherché. Quoi que ce soit que vous cherchiez, vous l'êtes. Arrêtez de le chercher. Réalisez que vous l'êtes. Et la voix, eh ben, c'est tout ce qu'on fait pour réaliser cette évidence. Je suis cela. Ouais, c'est clair, ça, la voix sans voix, j'aime bien ce concept. Ça me plaît. Je le reprendrai. Alors, on va conclure. D'abord, je voudrais rappeler que vous avez des pages Facebook, on peut vous retrouver, je les mettrai dans les commentaires, que vous tournez, vous faites le site internet, on va mettre tous les liens dans les commentaires. Chaîne YouTube, des vidéos, des satsangs, vous tournez en France régulièrement. Et vous serez même à Lyon avec nous Oui. au mois d'octobre, le 17 octobre, je crois, de mémoire, 17-18 octobre du week-end. Et on attend un petit peu pour lancer les réservations vu la situation actuelle, mais on espère que tout va s'arranger et on vous retrouvera en vrai, on pourra vous rencontrer en vrai, ça va être une super expérience et moi je suis super content. Et je voulais vous remercier pour ce moment-là. Merci, On a Alain. passé, c'est passé très très vite. J'ai encore plein de questions. Je sens qu'il va y avoir un épisode numéro 2. Et Avec grande joie. Quand tu veux, Ouais. avec Ouais, plaisir. Ouais. ça serait cool. On adore faire ça, nous, en fait. Donc, Ouais, ben je vois, et puis moi aussi. Donc ça tombe bien. Je remercie aussi tous. Vous avez été super nombreux ce soir. Il y a eu plus de 170 personnes cumulées sur YouTube et sur Facebook en même temps. Merci à tout le monde. Merci. Je vais pas citer tout le monde. Voilà, l'émission se termine. J'ai du mal à terminer ce soir. Je sais pas pourquoi à conclure parce que j'ai l'impression qu'on aurait pu parler longtemps. Mais voilà, encore un gros merci à vous deux. Et puis, on se retrouve très bientôt. Et puis, nous, on continue les émissions au fur et à mesure toutes les semaines sur Olam et sur YouTube. Voilà. Vous voulez conclure? Vous avez un petit mot de conclusion, un petit message de... merci beaucoup. Beaucoup Bonne de soirée à tout le gratitude. monde. Avec amour. Beaucoup de gratitude. J'ai vu un message passer qui nous remerciait aussi. Merci. Oui, il y a plein de merci. Vous pourrez regarder après les commentaires. Il y a plein de super commentaires. Les gens vous aiment et ils ont raison. Moi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Alain, quand tu veux. Au revoir. Au revoir.